Bonjour à tous, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans le cours de diagnostic différentiel, drapeau, triage et réadressage dans le cadre du master IHPM pour l'Université d'Amiens. Ceci est la deuxième vidéo qui s'intéressera aux bases utiles dont nous avons besoin d'un point de vue cognitif pour penser le diagnostic différentiel et aussi d'un point de vue mathématique. Ce sera une introduction à certains outils. Quand je parle de base utile, je pense à certains éléments plutôt orientés clinimétriques que nous avons déjà vus, mais il est bien de toujours faire un rappel sur ces outils-là pour essayer de comprendre au mieux les outils que nous allons voir d'un point de vue diagnostic clinique et aussi bien comprendre que bien souvent nous n'avons pas beaucoup d'outils de bonne qualité. La clinimétrie des tests a été définie et cadrée un petit peu par le groupe Cosmin qui s'intéresse à l'évaluation des outils d'évaluation de la santé des personnes. On retrouve quatre grandes parties, qualités que doivent avoir des outils d'évaluation. Premièrement, la fiabilité, deuxièmement, la réceptivité au changement, puis évidemment l'interprétabilité et aussi la validité du test. Ce qui va nous intéresser là, c'est principalement pour nous l'aspect valide des tests, en se demandant, bah voilà, quand j'ai un test qui prétend pouvoir m'aider à diagnostiquer une pathologie, bah, qu'en est-il réellement? Combien est-il valide dans cette chose-là? D'un point de vue théorique, quand l'on s'intéresse à l'évaluation de quelque chose, on considère toujours qu'on a une valeur vraie, qui est l'existence du monde réel, physique, en dehors de nous, et qu'en soi, quand nous mesurons quelque chose, on mesure toujours une valeur moyenne observée. On considère qu'on fait plusieurs évaluations, et puis bah, si je m'intéresse à la souplesse d'une personne, à combien d'amplitude de mouvement elle a dans une articulation, et bah, je considère qu'il y a, je sais pas, 15 degrés d'amplitude de mouvement, et qu'en moyenne, bah, j'ai 15 degrés, j'ai 16, 17, 18, 12, 14, ça me donne une moyenne de 15. Et on considère qu'il y a toujours un écart entre la mesure que j'observe de façon moyenne et la valeur vraie. On parle d'une erreur systématique pour cet écart entre la valeur vraie physique du monde et ce que j'observe en moyenne. Et que la valeur moyenne que j'observe et sa variabilité est considérée comme l'erreur aléatoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait apparaître ici un aspect de la validité, combien je suis proche de la valeur du monde réel, et de fiabilité, combien j'arrive à avoir à chaque fois que je fais le test la même valeur. Ainsi, il est possible de schématiser le fait de faire une évaluation, d'évaluer les qualités d'un test en utilisant l'image d'une cible, en se disant bah, la cible, au centre de la cible, j'ai mon diagnostic, j'ai la valeur réelle, l'objet que je cherche, et puis les points noirs de mes tirs sont ce que j'obtiens après mon évaluation. Et ben, je peux avoir des tests qui sont considérés comme non fiables et non valides en disant bah, je tire un peu au hasard, je suis jamais au centre de la cible, je suis jamais au même endroit de la cible, donc je ne serai pas fiable et pas valide. Il est aussi possible de dire bah, je suis fiable, je tire toujours au même endroit, mais je ne suis pas valide. J'ai toujours un écart systématique, comme nous avons vu tout à l'heure. Je suis légèrement décalé, mais en soi, bah, je suis relativement fiable. Je donne toujours la même information, même si elle n'est pas exactement l'information réelle que j'aimerais pouvoir avoir. Et puis, bah, le mieux, c'est d'avoir un outil qui soit fiable et valide. À chaque fois, il donne la réponse et c'est toujours la bonne réponse. Il est possible aussi d'avoir un aspect où on aurait quelque chose qui soit valide mais pas fiable, qui est un peu bizarre à entendre, mais de se dire que en moyenne, je fais plusieurs tirs et puis bah, la moyenne de ces tirs-là arrive à peu près au bon endroit, donc ça serait valide, même si ça serait pas fiable. Ça peut arriver dans les études, mais on considère dans ces cas-là que ça n'a pas trop de sens, que c'est comme prendre une calculatrice et de se dire que la calculatrice, quand je lui demande 1 plus 1, une fois elle dit 0, 1, elle donne 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. En moyenne, elle donne 2, mais en fin de compte, elle donne jamais le bon résultat. C'est un peu étrange, mais ça peut arriver dans certaines études. Comment un test diagnostique peut ne pas être fiable? Eh ben, on peut se dire qu'un test peut diagnostiquer à tort, en disant, ben voilà, vous êtes malade ou là par exemple enceinte. Diagnostiquer un homme comme étant enceinte, ça semble un peu illogique, mais on peut s'attendre à voir des moments où une personne est diagnostiquée enceinte sans l'être. Et puis on peut avoir des cas où la personne
est considérée comme non porteuse de la maladie, alors que tous les éléments laisseraient à penser qu'elle l'est. Donc on peut avoir donc des cas où on parle de faux positifs, où on pose un diagnostic par erreur de maladie alors que la personne n'est pas malade, et on peut avoir des cas de faux négatifs, où nous posons le cas d'une personne qui est saine, alors qu'en fait la maladie est en train de se développer chez elle. Dans tous les cas, c'est problématique, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure, avec le risque de ne pas traiter une personne qui devrait l'être et de retarder du coup sa prise en charge et d'augmenter sa mortalité et sa morbidité. Et ça peut être aussi problématique de traiter une personne qui va avoir des effets secondaires du traitement alors qu'elle aurait pu ne pas avoir besoin du traitement. Quand on étudie la validité d'un test, on peut utiliser ce qu'on appelle un tableau de contingence 2 à 2 avec un test qui nous sert de référence, qu'on appellera le gold standard, l'examen de référence, qui va dire la vérité. Et puis, on va comparer à cette vérité donnée par le gold standard ce que dit notre test. Ce que ça va nous donner, c'est de dire qu'on va avoir des vrais positifs, donc des personnes étiquetées comme malades par notre test que nous évaluons et qui, en effet, avaient bien la pathologie qui avait été posée. On va avoir aussi des personnes faux positives, comme nous avons vu tout à l'heure, et des faux négatifs. Et puis on va avoir aussi les vrais négatifs, les personnes qui ont été diagnostiquées par le test que nous étudions comme non malades et qui en effet n'étaient pas porteuses de la maladie. Ainsi, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle la sensibilité du test, c'est-à-dire sa capacité à estimer la probabilité d'avoir un test positif quand nous sommes malades. Donc là, on s'intéresse à prendre chez les personnes malades quelle est la probabilité d'avoir un test positif. Donc on fait le ratio entre l'ensemble des personnes vraies positives sur l'ensemble des personnes malades. Et on évalue ainsi combien le test est sensible et est capable de détecter les personnes malades dans l'échantillon des malades. On peut faire la même chose avec les personnes négatives en s'intéressant à ce qu'on appelle la spécificité, donc la capacité du test à dire qu'une personne qui n'est pas malade n'est pas malade. On regarde alors le nombre de vrais négatifs sur l'ensemble des personnes qui ne sont pas porteuses de la maladie. À partir de ce calcul-là, on peut par exemple faire une évaluation de probabilité en se disant voilà, on prend un échantillon où 25 personnes sont testées positives parmi 40 qui sont pathologiques. Et il y a 40 personnes malades sur un ensemble de 100 personnes. Et on va s'intéresser à cette sensibilité du test et on peut ainsi calculer que le test est sensible à 62,5%. Il détecte correctement 62,5% des personnes qui sont malades. On peut regarder aussi la spécificité, donc la capacité qu'il a de dire qu'une personne était non malade, de correctement étiqueter comme personne non malade une personne qui ne l'est pas. Et là, on va aussi faire un calcul de probabilité assez simple. Et on va voir qu'en s'intéressant aux 30 personnes qui ne sont pas malades, aux 60 personnes qui ne sont pas malades, pardon, qu'on va avoir la capacité du test qui dit une spécificité de 50%. Donc, dans 50% des cas des personnes qui sont non malades, il arrive à les détecter, donc à faire qu'on ne les traite pas, ces personnes non malades. L'inconvénient que nous pouvons voir à la sensibilité et la spécificité est assez simple. C'est que, nous l'avons dit, dans sensibilité et spécificité, nous connaissons l'état de la maladie. Nous savons si la personne est malade ou non malade. Et ainsi, ça devient cliniquement peu intéressant. Si je connais l'état de la maladie, je me retrouve dans l'état du diagnostic dont nous avons parlé tout à l'heure, où il n'y a pas de raison de poser un diagnostic, de faire une démarche diagnostique et de poser un autre diagnostic. Je sais que la personne est malade. Donc, ces sensibilités et spécificités ne sont pas utiles en tant que telles pour l'examen clinique. Elles sont intéressantes pour évaluer les tests entre eux. Ce qui est plus intéressant pour nous, ce n'est pas de regarder les sensibilités et spécificités, mais plutôt regarder ce qu'on appelle les VPP et VPN, les valeurs prédictives positives et négatives, qui sont le fait de savoir quelle est la probabilité quand j'ai un test positif que je sois malade pour la VPP, et quelle est la probabilité que je sois non malade quand j'ai un test négatif, la VPN. Là, en reprenant le même échantillon de la population, on se dirait que notre test que nous avons étudié, je regarde l'ensemble des personnes qui ont un test positif, donc 55 personnes, je regarde combien ont été réellement malades quand elles ont eu
le diagnostic posé par notre test, c'est 45%, donc j'ai une VPP. C'est-à-dire quand je passe le test, que je ressors positif, par exemple je fais un test pour la Covid-19, on me fait un test PCR, et si la VPP du test PCR était de 45%, ça voudrait dire que quand j'ai le test qui revient positif, j'ai 45% de chance d'avoir réellement la maladie. C'est pas un très bon test, hein. Et pareil, si c'était négatif, là on calcule un taux de 66% de VPN qui signifierait que quand les personnes ont un test négatif, elles sont sûres à 66% de chance de ne pas avoir la maladie. L'inconvénient, c'est que VPP et VPN sont influencés fortement par la prévalence. Ce qui veut dire, c'est que si j'étudie par exemple la PCR, encore une fois pour la Covid-19, dans une population de personnes jeunes vivant sur Paris, et bah, probablement que la qualité du test va être différente pour une population âgée vivant à Marseille. Ainsi, j'ai un problème de transférabilité de ces statistiques et j'ai besoin, vu que la VPP et VPN sont influencés par la prévalence et sensibilité et spécificité ne donnent pas des choses utiles cliniquement, j'ai besoin encore d'une autre statistique pour m'aider à raisonner en clinique. Il me faut donc chercher une nouvelle statistique et se demander qu'est-ce que m'apporte une information. Nous l'avons dit, en général, les pathologies ne se divisent pas par un trouble unique. Quand j'ai la grippe, j'ai à la fois mal à la tête, j'ai à la fois de la fièvre, j'ai à la fois le nez qui coule et ainsi de suite. Le toux ou autre. Et la grippe se définit par ces éléments de sémiologie, plus le fait d'avoir une virologie probablement positive, même si on ne l'évalue jamais. Et on se dit que un trouble en général n'est pas pathognomonique. Une personne qui a le nez qui coule, ce n'est pas forcément qu'elle a la grippe. Ça peut être une autre pathologie infectieuse, ça peut être une allergie, ça peut être d'autres trucs. Donc on doit se demander, quand j'ai un trouble, quelle est sa probabilité que ce trouble soit associé au fait d'avoir la pathologie plutôt qu'une autre pathologie. Combien le fait d'avoir le nez qui coule est plutôt associé à la grippe qu'à la Covid-19 ou au cancer de la gorge. On peut se poser ces questions-là et c'est en résolvant cette question-là que je vais pouvoir savoir comment les informations que j'obtiens de l'examen clinique de l'entretien vont pouvoir me guider dans le choix d'une pathologie et mon diagnostic différentiel. Prenons un exemple imagé assez rapidement. Considérons que nous ayons un signe qui soit bleu et que bleu soit associé à deux pathologies, une pathologie étoile, une pathologie ronde. Et je peux me demander quelle est la probabilité que quand j'ai bleu, je sois plutôt atteint de la pathologie étoile ou de la pathologie bleue. Et on retrouve ici ce qu'on appelle souvent les statistiques bayésiennes, avec cette règle d'associativité, de se dire que la probabilité que je sois à la fois bleu, avec le signe bleu, et à la fois atteint de la pathologie étoile, peut se calculer comme la probabilité d'être étoile et bleu dans l'ensemble des pathologies bleues. Ou de se poser la question inverse, se dire quelle est la probabilité d'être étoile, sachant qu'on est bleu. C'est ce qu'on marque ici, le trait vertical veut dire sachant que. Donc on se demande quelle est la probabilité que je sois étoile sachant que je sois bleu, et je le multiplie par la probabilité d'être bleu. Et par exemple, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles bleues sur les 10. Donc c'est la probabilité que nous avons ici. Et nous avons 2 bleus parmi l'ensemble des cercles. Et donc, on peut faire des calculs d'associativité assez simples. On se rend compte que, quel que soit le chemin que nous fassions, c'est équivalent. Et on peut calculer, du coup, qu'on a environ 30% de chances d'être à la fois étoile et bleu. Donc, c'est de ce principe-là, de pouvoir partir d'une information et de la corrélation qu'elle a avec une autre information qui me permet d'estimer quelle est la chance, quand je sois bleu, d'être à la fois étoile. Et c'est ce qu'on fait en fait en pratique clinique.
quand on regarde l'association qu'il y a entre le fait d'avoir le nez qui coule et la grippe, et ben on va pouvoir déterminer quelle est la chance que la personne ait la grippe, sachant qu'elle a le nez qui coule. C'est le principe de ces statistiques, et c'est pour ça que nous voulions les introduire rapidement. Je vous ai remis ici les formules plus compliquées sur l'estimation de la probabilité qu'une information dite X, une information ou une donnée, soit associée au fait d'avoir une pathologie quelconque marquée H0, donc l'hypothèse d'un diagnostic ici H0, en se demandant quand j'ai cette information-là, nez qui coule, quelle est la probabilité que nez qui coule soit associé à grippe, sachant que j'ai le nez qui coule, quelle est la probabilité que j'ai la grippe. Et ben, on peut estimer cette probabilité-là en faisant le calcul de la probabilité qu'on a vu au-dessus, probabilité que j'ai le nez qui coule, sachant que j'ai la grippe, multiplié par la probabilité d'avoir la grippe, divisé par l'ensemble en fait des probabilités qui sont associées avec le fait d'avoir le nez qui coule. On peut simplifier ceci dans le cas du diagnostic où on essaye simplement de savoir si la personne a la maladie, mais pas de faire une concurrence entre les maladies. C'est le plus souvent ce que nous faisons, même si du coup ça amène quelques petites erreurs mais négligeables en clinique. Et en fait de se demander voilà, quelle est la probabilité que j'ai la grippe, ici la maladie, sachant que j'ai ici le test qui soit nez qui coule. Et je peux faire ce calcul-là. Pour rappel des légendes, M- veut dire ne pas avoir la grippe, se dire voilà, je n'ai pas la pathologie. On s'intéresse donc à savoir l'information elle est associée au fait d'être malade ou non malade. C'est ce qu'on essaie de plus souvent de faire quand par exemple nous prenons une personne qui a des douleurs dans le dos et chez qui on fait un test d'élévation de la jambe tendue, on s'intéresse à savoir si quand la personne retrouve ses douleurs dans le dos et la jambe quand je fais le test de la SEG, est-ce que c'est plus fréquent chez les personnes qui ont une radiculopathie sur le nerf sciatique ou plutôt moins fréquent chez ces personnes-là, donc plutôt associé à la maladie ou non. C'est le calcul que nous faisons ici. Et ainsi, on peut arriver à un ratio qui est le ratio de savoir, quand je fais le ratio, combien la douleur à l'élévation de la jambe tendue est plutôt associée à la radiculopathie ou à l'absence de radiculopathie. C'est un ratio qu'on va dire un facteur bayésien. Et c'est ce ratio-là qui va beaucoup nous aider pour l'interprétation des tests cliniques et l'évaluation de la probabilité d'une pathologie chez un patient. Le facteur bayésien, c'est aussi une façon de parler d'un ratio de vraisemblance qui en soi quantifie le gain de probabilité d'être porteur d'une déficience ou non par rapport à la probabilité initiale. Ainsi, le facteur que nous avons vu tout à l'heure, en se demandant combien le fait d'avoir un trait particulier est associé au fait d'avoir une incapacité, une déficience ou une pathologie, et je peux me demander, voilà, j'ai l'information, le patient, je fais le test d'évaluation de la jambe tendue, le test est positif, combien je gagne en probabilité que le patient soit porteur d'une disco-radiculopathie. Et en soi, les ratios de vraisemblance sont intéressants parce qu'ils ne sont pas influencés par la prévalence et ils me permettent d'estimer ce que nous avions besoin tout à l'heure, qui était de savoir quelle est la probabilité que je sois porteur de la maladie en sachant que mon test est positif. C'est ce que nous voulions estimer tout à l'heure, donc un peu ce qui se rapproche de la VPP, mais sans avoir son inconvénient, c'est qu'on n'est pas influencé par la prévalence. Donc théoriquement, nous pouvons transférer les ratios de vraisemblance d'une étude à l'ensemble de la population générale pour pouvoir estimer quelle est la probabilité que le patient soit malade en fonction de la réponse au test. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le diagnostic clinique, on s'intéresse à savoir si, quand j'ai un test positif, je suis atteint de la maladie, plutôt en général, quand j'ai un test négatif, combien je ne suis pas atteint de la maladie. Donc on va parler des ratios de vraisemblance positifs ou likelihood ratio positive pour savoir combien le fait d'avoir un test positif est plutôt associé à la présence de la maladie, donc combien le fait que j'ai un test positif augmente mon risque d'être malade. Ça se calcule comme ceci, en prenant la sensibilité d'un test, donc P de T+, H1+, la sensibilité sur 1 moins spécificité, donc P de
T- sachant M-. Donc on regarde ainsi combien le fait d'avoir le test positif est plutôt associé au fait d'être malade ou non malade. Et ainsi on parlera d'un ratio de vraisemblance qui sera l'outil statistique qui nous servira à savoir combien, quand le patient répond positivement à un test, combien je peux estimer qu'il a plus de risques d'être malade que tout à l'heure, qu'avant de faire le test. Combien cette information-là m'oriente vers le fait qu'il soit malade. Le pendant du ratio de vraisemblance positif et le ratio de vraisemblance négatif. Alors je prie de m'excuser, il y a une erreur ici, on parle bien du ratio de vraisemblance négatif qui cherche à savoir combien le fait d'avoir un test négatif est malgré tout associé au fait d'avoir la maladie. Nous réfléchissons comme ça pour nous dire, je sais qu'il y a un risque que si je diagnostique tardivement une pathologie chez un patient, elle évolue et soit plus difficile à traiter et qu'il y ait plus de morbidité ou de mortalité associée à ça. Donc on s'intéresse toujours au risque que la personne soit quand même malade malgré le fait que le test soit négatif. Et cette fois, on fait l'inverse, on regarde combien le test négatif est associé à la maladie ou l'absence de la maladie, et on prend du coup le ratio entre 1 moins sensibilité sur 1 moins spécificité, qui nous permet de quantifier cette information-là, combien le test négatif va faire varier la probabilité que j'estimais que le patient soit malade. Une fois que j'ai cette information-là des ratios de vraisemblance, on peut partir depuis le risque initial qu'a la personne d'être malade. Donc on prend l'ode de probabilité d'être malade en prenant le ratio entre probabilité initiale d'être maladie, donc la probabilité initiale de la maladie, initialement, et on fait le ratio vers l'inverse, probabilité initiale d'être non malade, ou 1 moins probabilité initiale d'être malade. On considère toujours dans deux cas, on reste relativement binaire. Et ce ratio-là initial, je vais pouvoir le multiplier par le ratio de vraisemblance qui m'intéresse, positif ou négatif, en fonction de la réponse au test, évidemment. Une fois que j'ai récolté l'information, il faut que j'utilise le ratio ad hoc. Et en multipliant le ratio par le ratio de vraisemblance par l'autre ratio, j'obtiens un ratio final. Et pour souvenir, une probabilité est égale au rapport du ratio sur 1 plus le ratio qui nous intéresse. Donc on va faire haute probabilité finale sur 1 plus l'ode, et ça va nous donner l'estimation de la probabilité finale que le patient soit malade. Donc pour résumer, nous aurons besoin de deux informations théoriquement, cliniquement. Une probabilité initiale, en disant voilà, le patient qui vient me voir, il a mal au dos, il peut avoir une discopathie ou une fracture ou un cancer ou autre chose. Je connais des probabilités théoriques de ces pathologies dans la population générale. Elles ne sont pas chez le patient, mais une population générale qui correspond au patient. Je fais passer des tests au patient. Le test ressort avec une valeur particulière, positive ou négative. J'utilise le ratio ad hoc, positif ou négatif, et ainsi je vais pouvoir estimer, après avoir fait le test, une probabilité post-test que le patient soit malade en fonction de la réponse que j'ai eu au test. Et je vais pouvoir partir du coup d'une information très générale, globale d'épidémiologie à quelque chose de plus clinique pour pouvoir m'aider à m'orienter dans mes choix thérapeutiques. Il est évident que le calcul est en soi relativement compliqué, donc nous devons à Fagan le fait d'avoir proposé un homogramme, donc une forme graphique de résolution de ce calcul-là, qui est assez simple à utiliser. Prenons le cas par exemple d'une pathologie où on a 40% de chance, la population générale, d'avoir des porteurs de la maladie. Par exemple, une hernie discale à partir de 50 ans. Le patient vient, il a des douleurs dans le dos, je me demande quelle est la probabilité qu'il ait une hernie discale. Je fais un test extrêmement bon qui a un ratio de vraisemblance très élevé. Alors vous verrez que les ratios de vraisemblance, on considère au-dessus de 10 excellent, en dessous de 5 très bon, au-dessus de 5 très bon et en dessous relativement peu intéressant. Et nous retiendrons qu'évidemment un ratio de vraisemblance équivalent à 1 ne donne pas d'information parce que
Pour rappel, si vous avez un ratio de vraisemblance égal à 1, ça veut dire que la probabilité de la valeur du test sachant la maladie sur probabilité du test sachant la non-maladie est égale à 1, c'est-à-dire que le test est aussi positif et négatif chez les personnes malades que non malades, donc grossièrement vous ne retirez aucune information. Donc quand nous avons un test, nous pouvons ne pas faire le calcul, on va prendre la probabilité initiale, 40%, et de ce chiffre de 40%, on va tirer un trait, c'est le trait noir qui a été mis ici, en disant bah, j'ai une ratio de ressemblance qui est un peu au-dessus de 10, donc je tiens un trait au-dessus de 10, et puis bah, la colonne de droite va me donner la probabilité finale, donc à droite c'est la probabilité finale d'avoir la maladie, là en sachant que le test est positif, bah, je vais passer à près de 90% de chance. Donc je vais me dire, bah, voilà, j'ai fait un test extrêmement bon, j'estimais que le patient avait un peu moins de chance sur deux d'être malade, le test est positif, ce test positif est fortement plus présent chez les personnes malades que non malades, ça induit un ratio de ressemblance très élevé, ressemblance positive très élevé, qui m'amène à estimer qu'une fois le patient déclare un test positif, il a 90% de chance d'être malade. Je pourrais encore me tromper dans 10% des cas, mais j'ai quand même fait un très grand bond en amont. Et maintenant, quand je vais raisonner, en sachant que le patient a eu un test positif, je vais me dire, bah, il n'a plus 40% de chance d'être malade, il a 90% de chance d'avoir ce diagnostic-là. Après, j'aurai à voir et faire concurrence avec d'autres diagnostics, voir lequel semble le plus probable pour choisir ma thérapeutique. Mais voilà comment on peut utiliser le nomogramme de Fagan. Si nous avions utilisé un test négatif, on aurait pris le ratio de ressemblance négatif et nous aurions fait la même démarche pour estimer. Bah, là, dans le cadre particulier de ces valeurs de test que nous avons marquées, bah, si le test a été négatif, je vais passer de 40% de chance à environ 15% de chance. Et je me dis, bon, voilà, là, fortement baissé et je peux me dire, j'ai d'autres pathologies qui pourraient expliquer les symptômes du patient qui me semblent plus probables, et ben, je vais plutôt traiter les autres pathologies. Voici comment nous pouvons utiliser la clinimétrie, les ratios de vraisemblance, et soit le calcul, soit le nomogramme de Fagan, pour estimer ces choses en clinique. Il est évident qu'on ne fait pas ces choses-là systématiquement en clinique, mais ça va nous aider pour dire, bah, dans la littérature, j'ai besoin de rechercher les probabilités initiales, donc les prévalences à peu près des problèmes que je risque de rencontrer fréquemment dans ma patientèle. Je regarde quels sont les meilleurs tests qui existent dans la littérature avec les meilleurs ratios de ressemblance, et puis j'apprends combien le fait que le test soit positif ou négatif m'oriente avec tel ou tel pourcentage vers la présence d'une maladie ou non. Une fois que je les ai appris, bah, je les utilise en clinique sans avoir besoin de refaire le calcul. Alors, comme je vous disais, il y a des repères qui ont été proposés dans la littérature pour savoir si un test est intéressant en fonction de ses ratios de vraisemblance. On considère les tests excellents quand le ratio de ressemblance positif est supérieur à 10 et négatif inférieur à 0,1. Et puis, plus on tend vers 0, plus on tend vers 1, moins le test est intéressant. En sachant que malheureusement, beaucoup de tests que nous avons dans la littérature et en pratique clinique se retrouvent dans cette zone relativement floue du peu utile ou quelque peu utile, en faisant frayer relativement faiblement la probabilité que le patient se malade en fonction de la réponse au test. Alors pour finir, c'est une vidéo un peu longue, je suis désolé, mais je tenais à vous rappeler qu'il y a plusieurs problèmes dans le diagnostic différentiel. C'est d'une, louper un problème, il y a des risques immédiats. Si vous loupez par exemple le fait que la personne soit en train de faire un AVC, et ben vous loupez très grandement son risque enfin, vous augmentez fortement son risque de décès parce que par non prise en charge, donc des pertes de chance, ce qui est des problèmes importants qui peuvent être des sources de plaintes envers les thérapeutes. Et puis, on peut aussi avoir le cas plus léger de se dire, bah, on traite le mauvais problème, par exemple un patient jeune avec des problèmes de spondylarthrite tranquillisants qui ont été non traités, il a mal au genou, on considère que c'est une tendinopathie, je traite ça alors qu'en fait il a une maladie systémique inflammatoire derrière, probablement je ne vais pas traiter correctement son problème, il ne va pas évoluer positivement et je lui fais perdre de la chance, encore une fois. Par contre, je tiens à souligner que malheureusement, nous ne pouvons jamais être sûrs de notre diagnostic, parce qu'en soi, c'est une probabilité, nous n'arrivons jamais à 100%, c'est impossible d'arriver à 100% de certitude par définition, et il faut être relativement humble avec les outils que nous avons et construire son raisonnement progressivement et patiemment,
et surtout toujours le mettre à jour, actualiser pour diminuer au maximum cette zone d'incertitude dans laquelle nous devons travailler. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, toujours envoyez-moi un mail à osinski.thomas@gmail.com en me rappelant le fait de la formation dont vous venez. Et nous discuterons de l'ensemble de ces points-là en cours présentiel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.